Chronique Siliane, livre 2, Le maître de l'oracle. Chapitre 2, Apprentissage difficile. Journal d'Orlim, extrait. Tout comme l'oracle l'avait prévu, les Innommables ont envoyé de nombreux groupes de vaisseaux dans notre galaxie. Ils attaquent au hasard, colonies minières, navettes de transport ou commerciales, ou bien des bases avancées d'observation. Même si pour l'instant, ils n'ont pas encore donné l'assaut aux planètes habitées, la population commence à avoir peur et demande des comptes au Grand Conseil. La caste des guerriers a mis en service de nouveaux destroyers, mais ils restent en quantité insuffisante. Il nous semble impossible de protéger toutes nos possessions disséminées de part et d'autre dans toute la galaxie. L'oracle, pour le moment, n'a pas été en mesure de déterminer une logique dans ses attaques. Il n'est même pas sûr qu'il y en ait une. Lisette, présidente du Grand Conseil pour l'année solaire en cours, a recommandé d'abandonner les colonies minières les plus éloignées de Zilaria. Beaucoup ont critiqué cette décision, mais étant dans l'incapacité de protéger toute la population de notre République, il s'agissait probablement de la solution la plus sage. Je donne à l'oracle toutes les informations que je reçois sur les Innommables. J'espère qu'elle arrivera bientôt à des conclusions qui nous feront sortir de cette mauvaise passe. L'avenir de notre civilisation se trouve en jeu, et j'ai bien peur que mes propres visions ne se révèlent vraies. Il est probable que je sois même obligé d'en parler au Grand Conseil. J'avais compté ne jamais le faire. Le Vakniel avait quitté Syl, sa planète natale, depuis 2 longues semaines. À présent, il voguait seul dans le vide immense entre 2 galaxies. Celle de la Confédération qu'il venait d'abandonner se trouvait encore si proche que ses millions d'étoiles brillaient et inondaient de lumière chaque hublot du vaisseau cité. Quant à sa destination, pour le moment, il ne s'agissait que d'un simple point qu'on remarquait à peine sur l'écrin noir du ciel. Assise par terre sur la passerelle de commandement du Vakniel, le front presque collé au dôme de verre, Nadioska contemplait le spectacle qui s'étendait devant elle. Cela faisait 2 semaines que, jour après jour, elle venait là et s'installait seule, perdue dans ses sombres pensées. Elle observait, durant des heures, la galaxie de la Confédération qui s'éloignait peu à peu. Cette sphère aplatie composée de millions d'étoiles remplissait encore tout l'horizon du vaisseau cité. Il s'agissait d'un spectacle magnifique dont elle ne se lassait pas, et parfois, elle allait même jusqu'à se sentir privilégiée. Après tout, combien d'êtres vivants avaient un jour pu regarder ce décor féerique de leurs propres yeux ? Mais ce sentiment disparaissait bien vite, lorsqu'une partie d'elle lui rappelait que cette galaxie représentait son monde, sa maison en quelque sorte, et qu'elle le quittait probablement pour toujours, sans grand espoir de retour en arrière. Elle ne reverrait jamais son oncle et sa tante, cette pensée créait une douleur dans sa poitrine qui ne la lâchait pas facilement. Parfois, elle se disait qu'elle aurait préféré rester. Au diable Jade et les Silians. Ils étaient si différents d'elle. Un gouffre culturel les séparait et elle avait de sérieux doutes sur le fait que ce gouffre puisse un jour être comblé. Une autre réflexion la mettait encore plus mal à l'aise. Qu'allait-il se passer pour la Confédération ? Quel avenir lui était réservé ? D'après ce qu'elle avait appris, l'Ordre Nouveau, cette mystérieuse organisation occulte, avait l'intention de prendre le pouvoir. Elle avait l'impression d'abandonner les siens dans un moment critique et elle se sentait coupable d'avoir choisi de rester avec les Silians. Son regard dériva sur le Vakniel qui s'étendait en contrebas de la passerelle. Elle pouvait distinguer, de là où elle se situait, de nombreuses petites lumières qui s'allumaient et s'éteignaient, ainsi que des mouvements d'hommes et de femmes en scaphandres argentés qui se déplaçaient le long de la coque noire du vaisseau cité. Ce spectacle-là augmenta sa mélancolie. Non seulement elle abandonnait les siens, mais en plus elle n'était d'aucune utilité pour les Silians. Elle aurait au moins souhaité pouvoir les aider, servir à quelque chose, car depuis 2 semaines, tous les habitants adultes du vaisseau cité travaillaient d'arrache-pied pour le terminer au plus vite. Même si la structure principale était complète et tous les systèmes de survie fonctionnels, il semblait loin d'être fini et la place dédiée à chaque personne était réduite au minimum. Les Silians vivaient entassés les uns sur les autres et partageaient leur maigre espace vital avec tout le matériel qu'ils avaient embarqué à la hâte juste avant de partir. Nadioska dormait la nuit sur un lit improvisé, avec Lige dont elle avait la charge, dans une chambre remplie de centaines de pierres en forme de galets, qui étaient, d'après ce qu'elle avait appris,
des livres Silian. Elle avait fini par les appeler des « livres-pierres » à cause de cette apparence insolite, ce qui amusait beaucoup Lige. À plusieurs reprises, elle avait essayé d'en lire un, histoire de tuer le temps. Tout d'abord, elle avait été étonnée de constater à quel point ces « livres-pierres » paraissaient légers, comme s'il ne s'agissait que de simples coquilles vides de toute matière. Lige lui avait expliqué que c'était presque le cas. Ils ne possédaient que peu de molécules, mais ces dernières étaient organisées de façon à représenter des symboles compréhensibles par un esprit Silian. Pour les lire, il fallait donc sonder la substance même du livre. Nadioska avait essayé. Durant des heures et des heures, elle s'était concentrée sur un de ces « livres-pierres », mais pour ne récolter au final qu'une bonne migraine et une immense frustration. Il s'agissait d'ailleurs d'un sentiment qu'elle connaissait bien maintenant, car depuis qu'ils avaient quitté Syl, c'était celui qu'elle ressentait le plus souvent. Elle se sentait inutile à bord du vaisseau Cité, incapable de manipuler les diverses technologies sylianes, et pour couronner le tout, elle ne voyait presque plus Jade. Voilà peut-être le plus agaçant pour elle. Jade était tout aussi occupé que les autres Sylians et au mieux, ils se croisaient à l'occasion d'un repas durant lequel ils n'échangeaient que des platitudes désespérantes. Lui, qui d'habitude semblait d'humeur taquine, avait quelque peu perdu de son bagou, et un Jade sérieux paraissait beaucoup moins séduisant qu'un Jade espiègle. Nadioska, restée seule, avait eu tout le temps de ressasser ce qu'elle avait subi malgré elle ces derniers mois. Elle avait été morte, puis ramenée à la vie dans une étrange cuve mise au point par l'ordre nouveau. Elle avait fait un rêve, pendant qu'elle se trouvait dans cette chose immonde, où elle voyait le futur avec une telle précision qu'il lui arrivait encore de douter qu'il ne s'agisse que d'un simple songe. Les sensations qu'elle avait eues, les informations qu'elle avait apprises, tout lui indiquait qu'elle avait réellement vécu cette journée. Mais voilà, il y avait un problème, elle avait été la seule. En tout cas, elle se souvenait très bien que dans cette vision de l'avenir, où elle et Jade semblaient avoir des relations beaucoup plus intimes. Lorsqu'elle était revenue à la vie et avait raconté son étrange expérience aux Sylians, ceux-ci avaient pris ses dires très au sérieux et le cours de l'histoire en avait été radicalement changé. À présent, les Sylians se trouvaient bien là, tous vivants, mais elle et Jade n'avaient que de simples rapports amicaux. Une partie d'elle avouait qu'elle aurait préféré que les choses se passent autrement, mais entre choisir l'extinction totale d'un peuple et sa situation actuelle avec Jade, elle privilégiait tout de même la sauvegarde d'une civilisation. Au moment de quitter Syl, l'étrange phénomène qui s'était produit, la mettait aussi très mal à l'aise chaque fois qu'elle y repensait. Les tirs des destroyers de l'ordre avaient été déviés comme par un champ de force invisible et tous les Sylians étaient persuadés qu'il s'agissait d'elle qui avait créé ce champ. Elle, par contre, ne se souvenait pas l'avoir fait et doutait fort d'être capable d'un tel exploit. Elle avait, devant cette question restée en suspens, maintes et maintes fois essayé de se remémorer ce moment précis, espérant qu'un détail lui reviendrait et qu'elle pourrait fournir une explication. Elle ne se rappelait que d'une seule chose, pendant un instant, elle avait eu l'impression de ne plus se situer sur le Vakniel. Et plus elle réfléchissait, plus elle était persuadée que quelqu'un d'autre avait dévié les tirs de l'ordre. Oui, mais qui ? Aucun des Sylians présents sur le vaisseau Cité en tout cas, il ne semblait pas du genre à lui raconter n'importe quoi. Il pensait de façon sincère qu'elle était leur Céliane, et qu'elle allait les guider vers leur planète d'origine. Nadioska n'avait aucun doute sur leur bonne foi. Son regard dériva machinalement sur un petit point brillant, perdu sur la toile noire de l'espace à l'opposé de l'endroit où se trouvait la Confédération. Difficile de croire que cette minuscule chose lumineuse était en fait une galaxie. Il fallait détenir une imagination débridée pour pouvoir le concevoir quand on l'observait de si loin. Nadioska soupira en se demandant si un jour ils arriveraient à l'atteindre. Elle n'appartenait pas à la race syliane, et a priori, ne possédait aucune de leurs facultés. À une ou deux reprises, elle avait bien réussi à se connecter à leur Nahal, mais elle restait persuadée qu'il ne s'agissait là que de simples coups de chance inexplicables. Tout comme Jade et les autres, Dvalim le conseiller des Sylians avait un emploi du temps bien chargé, mais au cours d'un repas, Nadioska était parvenue à bavarder quelques minutes avec lui. Dvalim l'impressionnait encore, mais elle l'aimait bien. Elle se sentait proche de lui, et le considérait un peu comme son père adoptif. Son calme naturel et sa constance rassuraient la jeune femme, qui se disait qu'avec lui,
rien de grave ne pouvait se produire. Si Dvalim pensait qu'ils pouvaient atteindre leur destination, alors c'était possible. Elle lui avait demandé, à l'occasion de ce repas, comment le Vakniel fonctionnait et surtout quand il devait arriver à destination. À sa première question, Dvalim avait répondu par de nombreux termes techniques qui laissèrent Nadioska perplexe. Elle n'avait fini par comprendre qu'une seule chose, le vaisseau-cité se déplaçait par bonds successifs, ce qui lui avait valu le nom de « celui qui fait de grands pas », soit Vakniel en langue siliane. Dvalim s'était révélé beaucoup plus évasif pour sa seconde interrogation. Il avait réfléchi, puis avait regardé Nadioska fixement. « Cela ne dépend pas de nous », avait-il répondu. Cela avait plongé Nadioska dans un gouffre de déprime. Elle savait très bien ce que les Silians attendaient d'elle, mais elle ne se sentait pas capable d'effectuer les miracles qu'ils escomptaient. Et à l'allure où sautait le Vakniel, il leur faudrait plusieurs générations pour atteindre leur destination. Ceci rappelait à Nadioska le livre « Les fantômes de la constellation d'Ulysse » qu'elle aimait lire avant de rencontrer les Silians, ignorant qu'il s'agissait d'eux qui l'avaient écrit. L'histoire de ce roman se terminant très mal, elle se rongeait les sangs en se disant qu'elle allait se trouver responsable de la fin de la civilisation siliane. Elle se morfondait ainsi sur la passerelle, jour après jour. La particularité de cet endroit l'avait tout de suite attirée. Une grande table ronde, blanche et légèrement luminescente, était entourée d'une vingtaine de sièges confortables tout aussi immaculés. D'autres fauteuils se situaient un peu partout dans le reste de la salle, disposés en cercle par groupe de 5, autour de plus petits guéridons. Depuis le départ de Syl, il y avait toujours un minimum de 10 Silians assis dans la section principale. Les yeux clos et les mains posées à plat sur la console fluorescente, ils se relayaient, jour et nuit, pour diriger le vaisseau-cité. Elle n'entendit pas quelqu'un s'approcher en silence derrière elle, perdu dans ses pensées moroses, à la limite de laisser échapper une larme. Malgré la douceur de la voix qui s'éleva, Nadioska sursauta et sortit brusquement de sa rêverie. « Puis-je faire quelque chose pour vous, jeune Nadioska ? Je vous observe depuis quelque temps. Vous semblez constamment mélancolique. » Elle se retourna et vit un homme qui s'accroupissait avec lenteur à côté d'elle. Il était encore plus fin et élégant qu'Ilan, le meilleur ami de Jade. Ses cheveux d'un blond doré tombaient sur ses épaules et ses yeux vert émeraude interrogeaient Nadioska. Je vais bien, monsieur, répondit-elle toujours aussi impressionnée par la beauté naturelle des Silians. Je m'appelle Aniel, dit-il alors qu'un léger sourire apparaissait sur son visage. Je suis navigateur. Je vous vois souvent venir sur la passerelle quand je me trouve de quart. Ah, je n'avais pas remarqué, avoua-t-elle en jetant machinalement un regard à la table principale. Elle fit une pause, puis profitant d'avoir quelqu'un pour discuter, elle reprit. En fait, je n'ai pas grand-chose à faire, soupira-t-elle. Ne voulez-vous pas essayer de vous connecter à notre vaisseau ? Je ne crois pas que j'y arriverai, dit-elle en haussant les épaules. Eh bien, à vrai dire, si vous ne tentez pas, vous n'y parviendrez jamais, rétorqua gentiment Aniel alors que son sourire s'agrandissait. Nadioska ne put s'empêcher de se renfrogner, elle avait horreur qu'on se moque d'elle. Pourtant, elle devait l'avouer, en ravalant sa fierté naturelle, que ce Silian avait tout à fait raison. Comme s'il avait suivi le cheminement de sa pensée, il tendit une main vers elle, l'invitant à se lever. Son attitude paraissait bienveillante avec elle, comme d'ailleurs la grande majorité des Silians. En fait, la plupart du temps, Nadioska avait l'impression de représenter pour eux, une sorte d'enfant un peu attardé, mais qu'on aime beaucoup et qu'on materne avec plaisir. Il s'agissait, par contre pour elle, de quelque chose qui la dérangeait. Elle ne souhaitait pas qu'on lui donne une place spéciale au sein de la communauté siliane, et elle ne voulait surtout pas qu'il s'imagine qu'elle pouvait réaliser des miracles. Cela la mettait particulièrement mal à l'aise. Au final, intriguée et heureuse que quelqu'un s'intéresse à elle, elle prit la main d'Aniel qu'elle trouva à la fois douce et fraîche au toucher. Elle constata, une fois debout, qu'il semblait beaucoup plus grand que les autres Silians. Son ossature fine et sa haute stature donnaient presque l'impression qu'il n'appartenait pas à la même race. Aniel sourit. « Nous sommes navigateurs de père en fils », expliqua-t-il. Alors que Nadioska se demandait pourquoi il venait de lui dire cela, il enchaîna.
Savez-vous que chez certains insectes, la tâche qui est confiée à un individu affecte sa physionomie? Oh, bien sûr, nous sommes humains, mais certains d'entre nous possédons des facilités dans certains domaines, et cela est dû à nos gènes. Ma famille s'est toujours révélée très sensible à son environnement. La nature a fait de nous des navigateurs nés en quelque sorte. Et cela se voit. Ah, se contenta de dire Nadioska, alors qu'en pensée, elle imaginait à la place Daniel un arthropode d'1,90 m muni de longues antennes dorées et d'yeux à facettes émeraudes. Non, jeune fille, je ne suis pas un insecte, reprit-il en souriant. Mais vous lisez dans mon esprit, s'exclama-t-elle. Je n'en ai pas besoin. Je parlais tout à l'heure, quand je vous expliquais que ma famille s'est toujours révélée sensible à son environnement, de tout ce qui nous entoure, et cela inclut les êtres humains. Nous voyons certains signes que d'autres ne remarquent pas. J'ai noté dans vos yeux que votre imagination s'emballait. Ouah, fit Nadioska en gardant la bouche ouverte pendant plusieurs secondes. Désormais, je ferai attention à ce que je pense quand je me trouverai en votre présence. Inutile. Bientôt vous pourrez vous connecter au Naal. Vous comprendrez à ce moment-là à quel point nous acceptons les différences. D'autre part, en chacun de nous existe une petite pointe de folie et de toute façon, la normalité ne correspond pas à quelque chose qui nous attire, bien au contraire. Oui, ça, j'avais remarqué, avoua Nadioska. Agnès se tourna vers la table libre la plus proche et lui fit signe de s'asseoir sur un des sièges, tandis que lui-même prenait place. Il posa ses mains à plat sur la surface luminescente, montrant ainsi de longs doigts délicats et gracieux. « Faites comme moi », dit-il presque dans un murmure. Nadioska s'exécuta. Elle avait l'impression qu'à côté d'Agnès, bien qu'elle aussi possédait une fine ossature, que ses phalanges ressemblaient à de gros boudins disgracieux. Elle les éloigna légèrement afin d'éviter une comparaison qui n'était pas en sa faveur. Il lui jeta un coup d'œil interrogateur, puis posa une main sur la sienne. « N'ayez pas peur, murmura-t-il. Ce n'est pas le cas, se révolta Nadioska en parlant plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Vous êtes anxieuse, insista-t-il. Je le sens dans la tension qui vous habite. Elle avait oublié, pendant un instant, ce que lui avait dit Agnès quelques secondes auparavant. Ce Cillian était un détecteur de mensonges ambulant. Elle essaya de se détendre, décidant d'abandonner provisoirement sa fierté, sans réussir à éliminer totalement une certaine contrariété. Que allait-il donc se passer? Comment faisaient les Cillians pour contrôler leur vaisseau depuis cette table lumineuse sans bouton, ni manette, ni écran? Leur technologie était si différente de celle qu'elle connaissait. Laissez-vous bercer par la musique, murmura Agnès. Quoi? S'exclama-t-elle en regardant machinalement autour d'elle comme si cela allait l'aider à entendre quelque chose de particulier. Il s'amusa de sa réaction et enchaîna. Il existe une symphonie que vous ne pouvez pas percevoir avec vos oreilles, mais que vous pouvez sentir avec votre âme. Nadioska ouvrit de grands yeux. Mais de quoi parlait-il donc? Le sourire d'Agnès s'élargit encore. Il n'avait pas besoin de posséder un don spécial pour se rendre compte que la jeune confédérée ne comprenait rien à ses propos. Vous êtes pilote, poursuivit-il. Donc, vous savez vous laisser porter par le courant. Quoi? Demanda-t-elle incertaine. Lorsque l'on doit décider de façon si rapide que l'on n'opère plus que par simple instinct, sans réflexion préalable. Cela ne vous est-il jamais arrivé? Oui, elle se souvenait l'avoir déjà ressenti, chaque fois dans des situations délicates où sa vie pouvait se révéler en jeu. Elle avait même, de temps à autre, eu l'impression que son corps fonctionnait seul sans que le cerveau ne lui commande quoi que ce soit. Du moins, certaines de ses décisions n'étaient pas passées par sa conscience, il s'agissait d'une autre partie qui avait pris le relais. A posteriori, cela laissait la sensation très inquiétante de ne pas réellement savoir qui l'on est soi-même et de quoi on est capable. Si, répondit-elle pensive. Cela m'est déjà arrivé. Eh bien, tentez de retrouver cette sensation maintenant. Pas facile, les circonstances sont différentes, Essayez, murmura Agnès en la fixant de son regard émeraude. Elle soupira, ses Cillians avaient tendance à lui demander plus qu'elle ne pouvait accomplir. Ça en devenait un peu agaçant à la longue.
Coupez-vous du monde extérieur en vous plongeant dans l'obscurité. Elle avait l'impression d'entendre Jade quand il lui apprenait à se connecter au Naal à l'époque où il vivait encore sur Syl. Alors que la main fraîche et douce d'Aniel restait posée sur la sienne, elle ferma les yeux et tenta de se laisser porter par le courant. Plus rien ne brisait le silence ambiant, sous le dôme de verre de la passerelle, et elle se sentit envahie d'une grande paix intérieure. Son esprit dériva, et elle se souvint des journées entières qu'elle partageait avec Lige dans le parc, non loin du palais du conseiller. Une brise constante, légère et chaude invitait alors à la paresse. À cette époque, tandis qu'elle essayait de se connecter au Naal, sans beaucoup de succès d'ailleurs, Lige s'amusait à nourrir les volatiles qui nageaient sur le lac. Il y avait d'un grand oiseau blanc, magnifique, qui flottait maintenant, les plumes tachées de sang, son regard mort fixé sur un homme en armure bleu foncé. L'esprit de Nadioska se rebella tout à coup. Les images qui s'imprimaient sous ses paupières closes, elle ne les avait jamais vues de ses propres yeux. La cité syliane semblait en ruine et partout les soldats de l'ordre patrouillaient. Troublée, elle voulut chasser ces images de ses pensées. « Que apercevez-vous » murmura Aniel. « Ce qu'il s'est passé sur Syl, » répondit-elle la voix cassée. « Et ça ne me plaît pas. » « Oui, nous savons aussi ce qu'est devenue notre ville, » dit-il avec une pointe de tristesse. « Mais n'y réfléchissez plus. Cela ne ferait que vous distraire. » Elle chassa ces images, et tenta de se concentrer. Elle ignorait, par contre, comment s'y prendre. Comment faire pour attraper ce fameux et bizarre courant ? Videz votre esprit de toute pensée, murmura Aniel. Et Nadioska comprit qu'il sentait qu'elle n'y parvenait pas. Elle essaya de suivre son conseil et se focalisa sur « rien ». Elle visualisa un espace noir, dépourvu de tout contenu, et se força à maintenir cette idée pendant plusieurs minutes. Sans s'en rendre compte, Nadioska commença à se laisser envahir par une douce torpeur. Ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait. Sur Syl, Jade l'avait souvent rappelé à l'ordre. De nouveau, les souvenirs de son entraînement lui revinrent en mémoire. Jade essayait de la guider comme il le pouvait, mais elle rêvassait incapable de suivre ses instructions. « Nad, tu m'écoutes ?» lui avait-il dit un jour, la ramenant ainsi à la réalité. « Oui, bien sûr », avait-elle répondu en mentant ouvertement. Il avait alors froncé les sourcils et l'avait regardé d'un air narquois. « C'est ça. Prends-moi pour un idiot. » Nadioska, assise sous le dôme de la passerelle, les yeux fermés, ne put s'empêcher de sourire. Non, elle ne pensait pas cela de lui, mais elle avait commencé à éprouver un malin plaisir à le taquiner. Elle en avait bien le droit après tout. Il n'avait pas hésité lui-même, lors de leur toute première confrontation, à la faire enrager à tout bout de champ. Ses réflexions dérivèrent, et elle remonta lentement le fil de ses souvenirs, sa rencontre avec Jade, l'attentat de Caxido et le sauvetage de Lige, l'achat de son cargo, ses cours de pilotage et le bon temps dans le simulateur avec ses amis, son adolescence avec son oncle et sa tante, le tremblement de terre de Befsal, son enfance avec ses parents. Et soudain, sous ses paupières closes, une série d'images défila à toute vitesse. En même temps qu'elle, différentes émotions l'assaillirent à tour de rôle, la joie, la peur, la haine, l'amour, l'angoisse, la satisfaction. Tout venait en vrac sans qu'elle ne puisse maîtriser quoi que ce soit. Au milieu de ce flot ininterrompu de reflets et de sensations, elle crut bientôt comprendre que tout ce qu'elle observait en accéléré constituait des tranches de vie de personnes ayant vécu avant elle, des existences entières en quelques secondes. Sans saisir ce qui se passait, une idée finit par s'imposer à son esprit, tous ces gens étaient des Sylians. « Que vous arrive-t-il » demanda Aniel. « Je ne sais pas » répliqua Nadioska sans ouvrir les yeux. « Je vois des choses, mais ça va beaucoup trop vite. Je ne peux pas l'expliquer. » « Laissez-vous porter » insista-t-il. « La solution apparaîtra d'elle-même. » Que ces Sylians pouvaient être agaçants. Une réponse qui se présentera d'elle-même. Bien sûr. Si tout pouvait se révéler aussi facile. Rongeant son frein, elle prit, malgré tout, le parti de suivre les conseils d'Aniel. Tandis que les images continuaient de défiler sans cesse dans son esprit, elle essaya de se détendre, et de s'abandonner au courant sans opposer de résistance. Au bout d'un moment,
elle remarqua que certains visages apparaissaient à plusieurs reprises. Elle en distingua un de façon plus particulière, car il ressemblait un peu à Jade. Il était souriant et paraissait regarder Nadioska. Les autres se contentaient de vivre leur vie, sans noter sa présence, mais lui par contre, en avait conscience. L'impression la troublait, comme si tout à coup, un contact semblait possible avec cette personne qu'elle ne connaissait pas. Elle se concentra de manière précise sur ce visage, voulant en savoir plus. Pouvait-elle apprendre le nom de cet homme? Qui était-il? Où se trouvait-il? Il s'agissait d'un Cillian, cela ne faisait aucun doute, mais il y avait quelque chose de très étrange chez lui. Quelque chose qu'elle percevait, mais sans pouvoir mettre un doigt dessus. Le défilement des images s'arrêta de façon brutale et tout devint fixe. Assise sur sa chaise, Nadioska eut un léger mouvement de déséquilibre. Elle avait l'impression d'avoir tourné sur elle-même pendant plusieurs secondes, et à présent le monde entier valsait dans son esprit. Lorsque son étourdissement fut passé, elle vit clairement l'homme sur lequel elle se concentrait. Il ressemblait quelque peu à Jade, mais avec des cheveux courts tirant sur le blond. Il continuait à regarder Nadioska et son sourire s'élargit. Il semblait satisfait de la situation. Elle l'entendit lui parler bien que ses lèvres ne bougeaient pas. « Te sens-tu prête » demanda-t-il. « Pourquoi » sollicita-t-elle à son tour en pensée. « Pour le grand saut » répondit-il les yeux brillants. « Pour ce qui va suivre. Pour lever le voile qui s'étend devant toi depuis si longtemps. » Elle n'eut pas l'occasion de répliquer quoi que ce soit, et eut l'impression de tomber dans un gouffre sans fond. La sensation semblait encore plus désagréable que d'avoir la tête qui tourne. Par instinct, elle voulut se raccrocher à quelque chose, et dans l'obscurité, elle crut distinguer la blancheur de ses mains qui cherchaient de manière désespérée à s'agripper au bord du précipice. Mais il n'y avait rien autour d'elle, rien d'autre qu'un vide noir et inquiétant. « Aucune raison d'avoir peur » lui dit quelqu'un. Était-ce Aniel qui parlait, ou bien l'homme sur lequel elle se concentrait quelques secondes auparavant? Désorientée, elle ne sut pas répondre à sa propre question. « Aie confiance en moi. Nous nous connaissons depuis si longtemps. » Il s'agissait de cet homme mystérieux, mais pourquoi disait-il cela? Elle le voyait pour la toute première fois. Plus tu résisteras, Céliane, plus cela sera désagréable pour toi. Laisse-toi aller. Malgré son angoisse, elle prit la décision de continuer jusqu'au bout quoi qu'il advienne. Elle se rangea à son conseil, ses mains ne cherchèrent plus à agripper quoi que ce soit, et elle sentit son corps entier se relâcher. La chute se poursuivait, et une partie d'elle commençait à être grisée par la sensation de vitesse, tandis qu'une autre s'inquiétait de savoir comment tout cela allait se terminer. Puis, petit à petit, elle décéléra jusqu'à devenir immobile. Une sérénité totale l'envahissait, comme cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Autour d'elle, elle sentit la présence d'un paysage insolite, mais tout paraissait flou, comme si elle était à présent atteinte de myopie. Incommodée par cette sensation, elle essaya de faire le point en pensée. « Vous vous trouvez avec nous » annonça Aniel. Il n'avait pas parlé à voix haute, mais l'esprit de Nadioska l'avait entendu. Alors qu'elle commençait à mieux distinguer ce qui l'entourait, elle vit le visage d'Aniel qui la regardait avec intensité, ses yeux émeraudes scintillant presque sous la lumière irréelle de ce monde étrange. Avec curiosité, elle explora en pensée l'endroit où elle se situait maintenant. Il n'y avait pas de sol, pas de mur, pas de limite visible. Même si tout semblait noir, une lueur venant de nulle part éclairait les silhouettes fantomatiques qui se trouvaient dans cet espace insolite. Car elle avait remarqué qu'il n'y avait pas qu'Aniel ici, mais aussi d'autres Cillians. Il s'agissait en réalité des 9 navigateurs qui travaillaient en ce moment de quart sur le Vakniel. Tout le monde paraissait flotter, comme en état d'apesanteur. Ces silhouettes en partie translucides donnaient à Nadioska l'impression d'avoir affaire à des spectres. Intriguée, elle leva une de ses mains et l'observa. Elle fit alors l'étrange expérience de pouvoir regarder au travers, sans trop savoir si elle trouvait ça plutôt amusant ou inquiétant. Désorientée par toutes ces nouvelles sensations, elle chercha des yeux quelque chose de familier, quelque chose qui la raccrocherait à son existence normale. « Vous me rappelez moi, lorsque je suis venue dans cet espace pour la première fois » affirma Aniel en pensée. « Vous aussi,
vous vous sentiez bizarre demanda Nadioska en ouvrant machinalement la bouche et en articulant les mots comme elle l'aurait fait dans la réalité. On le serait à moins, la première fois. Mais pourtant, vous êtes Cillian, s'étonna-t-elle. Ce n'est pas une raison. Peu de Cillians arrivent à pénétrer ici. Nous ne nous trouvons pas dans le Naal. Il s'agit d'un espace particulier qui nous permet de voir les endroits où nous ne sommes pas encore allés. Aniel se tut pendant un instant, et leva un bras fantomatique pour montrer quelque chose à Nadioska. Au loin, une petite lumière brillait dans le noir. Elle paraissait brouillée comme si un voile d'air chaud passait entre elle et les Cillians. Nadioska identifia, malgré la distorsion, la galaxie comme étant celle vers laquelle volait le Vakniel. Elle conclut en fait après réflexion qu'elle ne l'avait pas véritablement reconnue, mais qu'une partie d'elle savait que cette lumière ne pouvait pas être autre chose que leur destination. Et soudain cette galaxie lui sembla familière, pendant une fraction de seconde, comme si elle l'avait toujours connue, et qu'il s'agissait de sa maison. Troublée, elle eut un sursaut qui l'envoya flotter un peu plus loin. Encore peu habituée à se mouvoir dans cet espace, elle eut du mal à revenir près d'Aniel. Ce n'est pas très facile au départ, affirma-t-il en souriant. Mais bientôt vous trouverez cette sensation d'apesanteur très agréable, et retourner dans le monde réel sera délicat. La plupart des navigateurs ont une façon de marcher maladroite une fois de retour. Ce n'est pas votre cas, vous êtes très gracieux, pensa Nadioska machinalement, oubliant que cela pouvait être capté par les 10 Cillians présents. Aniel afficha un grand sourire, et Nadioska se rendit compte qu'elle n'aurait jamais dit cela à haute voix à quelqu'un qu'elle connaissait peu. Embarrassée, pour avoir laissé échapper une telle pensée, elle tenta d'orienter la conversation sur quelque chose de plus technique. « Expliquez-moi comment vous faites avancer le Vakniel » demanda-t-elle en se sentant rougir, même si elle ne savait pas si son apparence fantomatique pouvait changer de couleur dans ce monde étrange. « Nous allons vous montrer » répondit Aniel en fermant les yeux. Une vague d'énergie s'amplifia autour d'elle, comme une marée montante, et la pénétra. Sa cage thoracique fut enserrée de façon subite par un étau invisible, et elle fut poussée vers le haut par une force titanesque. Puis, quelque chose la projeta en avant de manière brutale, et elle se retrouva dans un espace brumeux, bien au-delà de la position du Vakniel. « Nous allons atterrir ici » murmura Aniel quelque part à côté d'elle. Ce qu'elle ressentit ensuite fut encore plus désagréable. Elle avait l'impression que derrière elle un poids énorme l'empêchait de bouger, comme une ancre qui retient un bateau. Elle sentit les navigateurs s'emparer de ce poids et le tirer vers eux, tandis qu'elle-même avait le sentiment que tout son être s'étirait de plus en plus, sa tête demeurant dans le brouillard, et ses pieds étant attirés par le Vakniel. Il lui semblait qu'elle était extensible et qu'elle mesurait plusieurs milliers de kilomètres de long. Pendant un instant, elle se dit qu'elle devenait folle. Puis tout son corps fut parcouru de picotements. L'élastique va lâcher, se dit-elle en se rendant compte au même moment à quel point cette idée paraissait démente. Un vide se fit au creux de son estomac et elle se sentit tomber, puis se replier sur elle-même comme si ses pieds n'étaient plus tenus par l'ancre. Le poids énorme arrivait vers eux à toute vitesse, tandis qu'elle reprenait sa taille normale. « Il va nous percuter » pensa-t-elle. Mais cela ne se produisit pas. Par contre, il s'arrêta net sous les navigateurs et resta là. Désorientée, elle perdit le contrôle de ses mouvements, et se mit à dériver en s'éloignant des autres. Aniel vola vers elle et lui attrapa la main. « Vous risquez probablement de vous sentir un peu nauséeuse » lui signala-t-il. Nadioska n'osa pas lui répondre. Il lui semblait que si elle ouvrait la bouche, elle allait immanquablement rendre son déjeuner. Impossible ici, lui expliqua Aniel remarquant son embarras. Cet espace n'est pas physique et vous ne l'êtes pas non plus. Par contre, quand vous reviendrez dans le monde normal, il se peut que vous... Il n'eut pas besoin de terminer sa phrase pour que Nadioska comprenne très bien sa pensée. Pas plus rassurée, elle ne dit rien, et tenta d'oublier que son estomac lui signalait à quel point il n'allait pas bien. Aniel la ramena doucement vers les autres navigateurs. « Détendez-vous, le prochain bond ne se fera pas avant plusieurs minutes, » murmura-t-il. « Si ça ne vous fait rien, je préférerais ne pas me trouver là à ce moment, » réussit-elle à articuler. Aniel sourit et acquiesça de la tête. Quand enfin, elle commença à se sentir un peu mieux, elle regarda de nouveau autour d'elle.
Quelque chose avait changé et elle comprit aussitôt que la galaxie vers laquelle ils volaient se situait un tout petit peu plus proche. Ils avaient effectué un saut. Nous ne voyons pas très loin devant nous, expliqua Aniel. Ce que vous observez ici est la limite de nos capacités. Il lui indiqua l'espèce de voile de chaleur qui déformait en partie la perception qu'ils avaient du reste du monde réel. Nous pouvons nous déplacer à l'intérieur de cette limite, continua Aniel. Au-delà, un flou trop important empêche de nous y téléporter. Chaque Silian possède-t-il la même limitation, demanda Nadioska, la curiosité lui faisant oublier son estomac douloureux. Oui, mais chacun peut voir plus ou moins loin. Notre seule vraie différence consiste en notre distance de vision. Les navigateurs du Vakniel ont été choisis en fonction de ce critère. Mais pourtant, vous pouvez vous déplacer sur des étendues énormes. Nous pouvons nous rendre dans n'importe quel endroit où nous sommes déjà allés ou bien que nous avons en visuel, expliqua Aniel. Nous sommes très limités dans un espace inconnu. La majorité d'entre nous reste même incapable d'effectuer une téléportation dans ce cas. En réalité, ils ne voient pas la destination, comme si elle n'existait pas. Du plus loin que nous nous souvenions, nous avons toujours eu cette limitation. Seuls les navigateurs possèdent, dans certaines mesures, la compétence d'observer au-delà. Pourquoi ? Demanda Nadioska. Savez-vous pourquoi vous avez 2 bras, 2 jambes et 5 doigts à chaque main ? Répliqua Aniel en souriant. Oh, non. J'ai horreur quand vous faites ça, gronda-t-elle. Jade me le fait tout le temps. Je l'interroge, et pour toute réponse, il me pose une autre question, en me faisant passer pour une idiote. N'avez-vous pas un minimum de considération pour votre Céliane ? Bien sûr que si, murmura Aniel. Mais respecter quelqu'un ne signifie pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, bien au contraire. C'est aussi pouvoir parler avec cette personne en toute sincérité, d'égal à égal, afin qu'elle réalise que parfois ses demandes se révèlent un peu stupide, coupa-t-elle. Je n'irai pas jusque-là. Vous avez encore beaucoup à apprendre de nous. J'imagine que les choses s'éclairciront d'elles-mêmes quand vous vous connecterez à notre Naal. Nadioska ne répondit pas. Son regard se posa de façon machinale sur la galaxie vers laquelle il se dirigeait. Elle se trouvait bien au-delà de la limite siliane de téléportation et elle se dit qu'il leur faudrait plusieurs centaines d'années pour y arriver en faisant ces petits sauts de puce. Son cœur se serra, elle n'avait pas la longévité des Silians. La pensée que plus jamais elle ne foulerait le sol d'une planète, qu'elle ne sentirait plus le souffle du vent sur son visage, et qu'elle ne se réchaufferait plus aux rayons d'un soleil, la déprima au plus haut point. Aniel s'approcha d'elle et posa une main sur son bras. « Nous avons confiance en vous, murmura-t-il. Vous saurez voir au-delà. Vous nous montrerez le chemin. » Pas du tout rassurée par cette phrase, elle s'éloigna des autres Silians qui planaient non loin d'elle. En baissant les yeux, elle vit sous elle la forme sombre et gigantesque du Vakniel. « Vous avez réussi à téléporter le vaisseau avec vous ? Demanda-t-elle. Non, répondit Aniel. Cet objet est trop gros et trop complexe pour que nous puissions réaliser cet exploit. Le Vakniel se transporte lui-même. Nous, navigateurs, nous contentons de lui donner ses coordonnées d'arrivée. Nous sommes reliés à lui en permanence, comme des sortes de guides. Nadioska hocha la tête, les yeux fixés sur la forme sombre qui s'étendait sous ses pieds. Prise de curiosité, elle s'approcha et atteignit le niveau de la coque noire. Hésitante, elle tendit une main pour toucher le vaisseau, mais la vit aussitôt disparaître à l'intérieur. Il ne s'agit que d'une représentation mentale, expliqua Aniel qui l'observait. Vous pouvez l'explorer si vous le souhaitez. Nous utilisons cette représentation pour contrôler tout ce qu'il se passe à bord. Vraiment, s'exclama-t-elle. Tout à coup, une multitude de possibilités s'offrait à elle, visiter de manière virtuelle le Vakniel, voilà qui semblait amusant. Elle s'approcha encore plus et se fondit dans la masse du navire. Une fois dedans, elle remarqua qu'elle se trouvait juste à côté d'un petit moteur enchâssé dans la coque. Surprise, elle se demanda pourquoi les Silians l'avaient mis à l'intérieur. Il y a des millions de ces engins intégrés un peu partout dans le vaisseau, expliqua Aniel qui la suivait comme son ombre. Mais pourquoi se situe-t-il ici ? C'est illogique. Au contraire. Car il ne s'agit pas de turbines à énergie comme celle de la Confédération. Il n'y a pas de combustion, pas de poussée, il glisse. Quoi ? S'exclama-t-elle.
Qu'avez-vous encore inventé de bizarre? Aniel ne put s'empêcher de rire. Nous utilisons ce mode de propulsion pour nos vaisseaux depuis des centaines d'années, expliqua-t-il. Et c'est beaucoup plus efficace que tout ce qu'a pu concevoir votre peuple. D'accord, soupira Nadioska. Et comment ça fonctionne exactement? Ce sont des mini-moteurs électromagnétiques qui font glisser le vaisseau-cité dans l'espace, un peu comme s'il se trouvait sur coussin d'air. Ces millions d'engins dispersés dans toute sa coque lui donnent des possibilités de manœuvre très grandes malgré sa taille. Vraiment, reprit-elle pensive. Vous avez de ces idées? Ce mode de propulsion n'est pas détectable par les instruments actuels de la Confédération, continua Aniel. Oui, exact, répliqua Nadioska se souvenant brusquement de la toute première fois où elle avait croisé un vaisseau Silian. Elle venait de s'échapper de l'attentat de Caxido, récupérant Lige avec elle. Alors qu'elle se situait en orbite autour de la planète, se demandant encore ce qu'il avait bien pu se passer, un étrange chasseur l'avait observé. Sa coque possédait la forme d'un œuf lisse et argenté. L'ordinateur de bord du Vinestan n'avait pas réussi à détecter le moindre mode de propulsion, puis l'engin bizarre avait disparu de manière brusque. Plus tard, Nadioska avait appris que Jade le pilotait. Ses pensées s'attardèrent vers lui, et encore une fois, une vague de mélancolie la submergea. Ne vous inquiétez pas, murmura Aniel à côté d'elle. Il est occupé pour le moment, mais bientôt il pourra de nouveau vous taquiner et à ce moment-là vous regretterez de ne pas avoir eu plus de tranquillité. Fort possible, avoua-t-elle en esquissant un sourire. Je me demande où il peut bien se trouver en ce moment. Puis réalisant qu'elle se situait à bord d'un Vakniel virtuel, elle se tourna vers Aniel pleine d'espoir. Pourrais-je chercher Jade à partir d'ici? Non, impossible, répondit-il en secouant la tête. Comme je vous l'expliquais, ceci n'est pas le Naal et vous ne trouverez aucune trace de vie dans cette représentation. Elle ne sert qu'à assurer le bon fonctionnement de notre vaisseau-cité. D'ici, nous n'avons accès qu'au matériel. Ah, se contenta-t-elle de dire, déçue. À moins que, poursuivit Aniel en faisant renaître une lueur d'espoir chez Nadioska. À moins que quoi, répliqua-t-elle pressante. Eh bien, puisque vous êtes notre Céliane, continua-t-il en choisissant chacun de ses mots. Peut-être pouvez-vous réaliser, là aussi, quelque chose que nous ne pouvons pas. Je peux essayer, déclara-t-elle toute joyeuse. Comment dois-je m'y prendre? Je serais incapable de vous conseiller sur quelque chose que je ne peux pas faire moi-même. Il va falloir que vous trouviez par vous-même. Eh bien, cherchons alors, dit-elle soudainement moins enthousiaste. Je dois vous laisser. Mes compagnons ont besoin de mon aide pour préparer le bond suivant. Je les ai abandonnés pendant trop longtemps. Ah bien, prévenez-moi quand même quand vous effectuerez le prochain saut que je m'en aille avant. Bien sûr, affirma Aniel avant de s'éloigner. Nadioska, restée seule, s'enfonça à l'intérieur du Vakniel et déboucha bientôt dans un couloir vide. La lumière irréelle de l'endroit éclairait les parois en leur donnant une couleur blafarde et délavée. Maintenant qu'Aniel était partie, il n'y avait plus aucun bruit. Elle traversa le corridor, sentant son corps parcouru de frissons désagréables. Elle avait l'impression d'être un spectre errant dans un vaisseau sans vie. Se rappelant encore une fois le livre, Les fantômes de la constellation d'Ulysse, cet endroit lui sembla soudain lugubre, et une bouffée d'angoisse l'assaillit à la gorge. Comme pour fuir ses pensées, elle accéléra sa progression, souhaitant sortir au plus vite de ce couloir oppressant. Au bout, elle vit une porte fermée qu'elle traversa sans hésitation. Arrivée de l'autre côté, elle se remit à flotter plus lentement, observant le décor autour d'elle. Elle se situait à présent dans une grande salle qui, d'après ce qu'elle voyait, était une bibliothèque. Partout des livres-feuilles et des livres-pierres traînaient par terre ou étaient négligemment posés sur des tables ou des étagères. Des coussins disposés çà et là rendaient le lieu plus douillet que ce qu'on pouvait découvrir dans la Confédération. Nadioska trouva cela assez étonnant, mais après tout, les Silians ne faisaient jamais rien comme tout le monde. Elle se mit à flotter sans but, regardant autour d'elle avec curiosité, en se promettant d'y réaliser une véritable visite, une fois qu'elle aurait réintégré son corps. Au milieu du silence étrange de l'endroit, soudain elle entendit quelqu'un murmurer.
J'ai trouvé un livre qui parle de toi. Quoi? S'exclama-t-elle en faisant un brusque demi-tour sur elle-même. Qui est là? Le silence retomba et Nadioska s'arrêta de bouger, tendant une oreille virtuelle. Même si le décor paraissait plus agréable que la froideur du couloir, elle sentit une nouvelle vague d'angoisse lui saisir l'estomac. Elle réalisa une lente rotation sur elle-même, les yeux grands ouverts, essayant de distinguer un mouvement quelque part dans cette salle. Quelqu'un devait se trouver ici, avec elle, en ce moment. Mais personne n'était visible. Agnelle, appela-t-elle d'une voix quelque peu cassée. Personne ne répondit, et le silence lui sembla encore plus oppressant qu'avant. Puis le faible murmure recommença. Tu ne vas rien comprendre, c'est écrit dans notre langue. Qui parle? Reprit Nadioska angoissée. De nouveau, elle fit une rotation complète sur elle-même, s'attendant à voir quelqu'un surgir de derrière une bibliothèque. Pendant un moment, elle avait cru déceler une intonation enfantine dans la voix. Lige, appela-t-elle sans conviction. C'est toi? Elle continua à tourner lentement sur elle-même, espérant toujours apercevoir celui qui discutait. Mais, dans la pièce, il n'y avait rien d'autre que des livres-feuilles, des livres-pierres, des coussins, quelques tables et étagères. Elle reprit sa progression, la gorge serrée, contournant plusieurs pans de bibliothèque, le cœur battant. Elle se sentit envahie par une panique irrationnelle, comme une enfant qui a peur du noir, s'imaginant que d'horribles monstres pouvaient se tapir derrière les meubles en attendant que l'occasion de lui sauter au visage. Elle se força tout de même à visiter les moindres recoins de la pièce, en se disant qu'elle avait passé l'âge d'avoir ce type d'angoisse. Si Jade savait cela, il se moquerait bien d'elle. Ne trouvant aucune présence dans la bibliothèque, elle revint vers son centre en se fustigeant intérieurement. Ridicule, il n'y a personne ici. J'ai dû imaginer cette voix. Ça doit être à cause de ce silence. Il paraît que le cerveau invente des bruits quand on se retrouve plongé dans un endroit dépourvu de son, enfin, je crois. Elle fit une pause et regarda lentement autour d'elle. Ou alors, je deviens folle, conclut-elle. Et si c'était moi qui concevais tout ça? Et si les Silians n'existaient pas? Et cet endroit? S'il ne s'agissait que d'une illusion? Une nouvelle bouffée d'angoisse remonta jusqu'à sa gorge et cette fois, elle se sentit incapable de se raisonner. Tel un claustrophobe enfermé dans un emplacement exigu, un vent de panique la submergea et elle repartit en flèche vers la coque virtuelle du vaisseau. Je dois sortir d'ici, se répéta-t-elle à plusieurs reprises. Je dois parler à quelqu'un. Elle émergea rapidement de la représentation du Vakniel. Non loin, Agnelle et les 9 autres navigateurs formaient un cercle. Silencieux et paisibles, ils se concentraient sur leur prochaine destination. Agnelle appela Nadioska d'une voix tremblante. Les 10 Silians se tournèrent tous ensemble dans un même mouvement. Oubliant sa peur pendant une seconde, Nadioska se figea sur place, surprise par l'impression qu'elle venait d'avoir. Ils avaient bougé de concert, comme 10 corps commandés par un seul et unique cerveau. Quelque chose ne va pas, demanda Agnelle alors que les autres navigateurs reformaient le cercle. Faites-moi sortir d'ici, supplia-t-elle la voix tremblante. C'est trop bizarre. Je dois partir, retrouver le monde réel. Ah oui, répondit Agnelle en hochant lentement la tête, je vois quel est votre problème. C'est assez courant lors des premières séances. On a un peu l'impression de devenir fou. Le cerveau est désorienté par... D'accord, coupa Nadioska. J'ai compris. Je veux quitter cet endroit. Maintenant. Agnelle lui prit la main et s'envola, la tirant après lui. De nouveau, Nadioska eut la sensation que son corps n'était qu'un élastique s'étirant à l'infini, le bas accroché au Vakniel et le haut plongeant dans une série de nuages d'une blancheur luminescente. Puis, elle s'éleva péniblement, comme si chaque centimètre lui demandait un effort colossal. Nous y sommes presque, la rassura Agnelle. Et tout à coup, elle se retrouva assise sous le dôme de verre de la passerelle. Sa tête tournait et son estomac était aussi lourd que si elle avait avalé du plomb. Elle se sentait faible et désorientée, si bien qu'elle finit par glisser de son siège et tomber au sol. Elle ferma les yeux, pour essayer d'oublier que le monde entier valsait autour d'elle. Agnelle s'accroupit à ses côtés et posa une main douce et fraîche sur son front. « Votre malaise va passer, murmura-t-il. Mais il faudrait que vous restiez allongé pendant quelques heures.
Vos sens sont déroutés, mais vous vous êtes bien débrouillé pour une toute première fois. Il marqua une pause, tandis que Nadioska sentait de petits picotements lui parcourir la nuque. J'ai appelé un médecin, continua Agnelle. Il va arriver sous peu et s'occuper de vous. Elle n'osa pas dire quoi que ce soit, son estomac paraissait trop mal en point et sa gorge était si serrée qu'elle en avait presque du mal à respirer. Quand vous irez mieux, reprit Agnelle. Venez me voir. Nous poursuivrons nos séances. Nadioska, les yeux fermés, se demandait si elle avait réellement envie de retenter l'expérience. Pour le moment, si on lui avait posé la question, elle aurait répondu non, sans la moindre hésitation. Sous les yeux impassibles des gardes gris en faction devant l'entrée, Orlim monta avec lenteur les 500 marches menant au palais du Grand Conseil. Arrivé en haut, légèrement essoufflé malgré le manque de rapidité de son ascension, il se retourna et observa la belle cité millénaire qui s'étendait en contrebas. Le soleil de Zilaria se couchait, la baignant de ses rayons orange doré. Orlim avait de bien mauvaises nouvelles à communiquer. Résigné, il pénétra dans le bâtiment et se dirigea vers la salle rouge, celle où le conseil se réunissait pour débattre. D'autres gardes gris en faction devant la double porte de bois sombre lui firent signe de patienter dans le couloir, tandis que l'un d'entre eux annonçait sa visite. Lorsqu'il reparut, il signala d'un simple geste à Orlim qu'il pouvait y aller. Ce dernier franchit le seuil, et s'avança dans la pièce qui tenait son nom des grandes tentures d'un bordeaux profond qui tapissait chacun de ses murs. Les 5 membres du Grand Conseil se trouvaient là. Skyle, le représentant de la caste des guerriers, l'air grave et une cascade de cheveux noirs tombant sur ses épaules, dans son costume d'apparat rouge, le regardait sans sourciller. Qu'il de Minoc, des marchands, habillés d'une riche toilette bleu marine aimaient les bijoux précieux à tel point qu'il en était pratiquement recouvert. Olif, des savants, dont la longue barbe grise chevauchait le haut de sa tunique parme, était également le plus vieux membre du conseil. Il devait aussi être l'une des personnes les plus brillantes de la galaxie, possédant des connaissances bien supérieures au commun des mortels. Lisette des Sages, au doux visage encadré par une chevelure blonde et portant une simple robe émeraude, ressemblait comme à son habitude à un joyau scintillant, plein de bienveillance. Brayon, de la caste des ouvriers, vêtu d'une chemise et d'un pantalon blanc sans aucune fioriture, semblait ne pas s'être remis de la première attaque des Innommables. Il avait dû annoncer lui-même à chacune des familles des mineurs le décès d'un de leurs proches. Cette expérience l'avait marqué au plus profond de lui-même, comme s'il partageait à présent la douleur de chacun de ces gens. Lisette, présidente du Grand Conseil pour l'année solaire en cours, prit la parole. « Quelle nouvelle nous transmet Orlim, maître de l'oracle ?» demanda-t-elle de sa voix douce et cristalline. « Des informations encore plus sombres que les précédentes, mes seigneurs, » répondit tristement Orlim. Lisette baissa la tête en soupirant, tandis que les autres membres bougeaient légèrement sur leur siège en signe de malaise. Elle m'a signalé que les Innommables préparent une attaque d'envergure contre notre civilisation, continua Orlim. Ils comptent nous détruire entièrement. L'oracle vous a-t-elle dit pourquoi ? Interrogea Lisette. Non, madame. Elle ne possède pas suffisamment de données pour pouvoir répondre à cette question. Dans ce cas, comment peut-elle prédire un assaut ? Demanda Skyle, le représentant des guerriers, de sa voix forte et profonde. Orlim n'eut pas le temps de fournir d'explications, car Olif, de la caste des savants, prit la parole avant lui. Mon cher Skyle, l'oracle compile toutes les informations passées et présentes pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Celles que nous possédons ne nous permettent pas de comprendre les raisons de ces attaques, mais d'en découvrir une certaine logique. Si elle a déduit que les escarmouches que nous subissons en ce moment ne sont que les prémices d'une offensive bien plus grande, nous pouvons lui faire confiance. Un silence pesant s'établit et Orlim n'osa pas reprendre la parole. Ce fut Lisette qui, s'adressant de nouveau à lui, brisa ce silence. Mon cher Orlim, l'oracle a-t-elle des recommandations à nous faire ? Sait-elle comment nous allons pouvoir repousser cette attaque massive ? Elle m'a signalé que le Grand Conseil allait demander la construction d'une arme extrêmement puissante. Elle ne m'a donné aucun détail, mais d'après elle, cette machine de guerre serait aussi dangereuse pour nous que pour les Innommables. Elle recommande de prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger, car elle pense que nous risquons d'en perdre le contrôle.
Je vous remercie Orlim, dit Lisette d'une voix triste. À présent, retournez auprès de l'oracle. Nous devons réfléchir à l'arme dont vous venez de parler. Oui, madame, répondit Orlim en s'inclinant légèrement. Alors qu'il sortait du palais, la nuit était presque là. En levant son regard vers le ciel qui commençait à se remplir d'étoiles, il eut l'impression d'y voir un immense vaisseau. Il cligna des yeux et découvrit qu'il n'y avait rien, du moins pas pour le moment. Il ne s'agissait pas de la première fois qu'il avait des visions de l'avenir. Travailler en contact permanent avec l'oracle devait l'affecter d'une façon ou d'une autre. Il soupira et descendit lentement les 500 marches du palais.